Budget de l'État, outil de développement national. Qu'en est-il de celui de la République démocratique du Congo? Lorsque nous voyons la qualité de vie de nos populations, peut-on déduire que l'État congolais est en faillite depuis bien trop longtemps? On va en parler sur ce plateau avec Mathias Bobo Kaimbe, professeur d'économie, professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, à l'université pédagogique du Congo, IPC. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, sur ma main, j'ai votre ouvrage intitulé « Les finances publiques congolaises », Paris en 2016, aux éditions Centre de recherche en finances publiques et fiscalité. Tout d'abord, budget national, budget de l'État, qu'est-ce? Bon, le budget de l'État, on peut le définir comme étant un état de prévoyance des recettes à réaliser, des dépenses à effectuer pour une année à venir. Donc, un tableau comparatif, explicatif des recettes devant être réalisées l'année prochaine et dépenses devant être également effectuées l'année prochaine. C'est enfin une autorisation et une injonction du Parlement sur le gouvernement en vue de réaliser ces recettes et de pouvoir faire ces dépenses. Alors, quels sont les paramètres qui permettent aux uns aux autres de dire, eh bien, c'est ça notre budget, nous pourrons le tenir, nous pouvons le réaliser. Il se base sur quels paramètres, finalement? Bon, il y a plusieurs paramètres, notamment l'évolution de la situation économique internationale, l'évolution des cours des produits miniers et autres sur le plan international, mais il y a aussi essentiellement la référence à un budget déjà exécuté, ce qu'on appelle la pénultième année. Donc si nous sommes en 2021, la pénultième année, c'est 2019. On se réfère au budget déjà exécuté en 2019 pour réaliser un budget de l'année 2021. Donc voilà plus ou moins les paramètres. Il y a les paramètres économiques, la productivité, le PIB, les prix à l'intérieur, les prix sur le plan international. Il y a également une évaluation directe des besoins du gouvernement, à travers notamment ce qu'il faut payer comme salaire aux fonctionnaires et d'autres besoins, service par service, qui sont pris en compte par la commission budgétaire pour élaborer le budget. Ce n'est un secret pour personne, nous sommes un scandale géologique, c'est prouvé par plusieurs scientifiques et analystes. Notre budget tourne autour de 4 milliards depuis 10 ans, pratiquement maintenant, année après année. D'ailleurs, on a du mal à réaliser ces budgets à 70%. Qu'est-ce qui nous manque pour doubler ces budgets, voire les tripler, afin de donner un peu d'espoir à ces populations qui vivent dans une misère indescriptible? Bon, on peut dire qu'il y a deux choses qui nous manquent. La première chose, c'est qu'on a toujours dit lors de nos émissions, et il nous manque en fait la production nationale, parce que le budget est basé sur la production. La production s'étant effritée, étant réduite essentiellement à la production minière, on n'a pas suffisamment d'assiette fiscale pour percevoir davantage. Bon, il nous manque encore quoi? Il nous manque des moyens opérationnels pour les services chargés de la perception. Vous savez que nous avons 3 grands services chargés de la perception. Il y a la DGI, DGDA et DGRAD, qui sont des services. Mais ces services-là ont besoin de moyens juridiques, des moyens logistiques, ont besoin de moyens financiers pour pouvoir mobiliser les ressources. Et je crois que il y a plusieurs. Évidemment, si on a dans ces services, ils vous diront que les agents ne sont pas bien payés, etc., etc. Ce qui fait qu'ils traînent le pied pour pouvoir mobiliser les ressources. Mais il y a aussi la fraude. Il faut aussi compter sur la fraude des personnes ou des entreprises qui doivent payer de l'argent à l'État. Et ces entreprises étant conscientes de la faiblesse de l'État, c'est-à-dire de la faiblesse des services mobilisateurs des recettes, et le budget
étant perçus par des déclarations, parce que le système fiscal congolais est un système déclaratif, ça fait que ces gens ne déclarent pas réellement la réalité de ce qu'ils ont fait comme bénéfice. Ainsi, quand l'État va prélever, il prélève moins que ce qu'il devrait faire. Est-ce qu'il faut changer le système parce que ce système déclaratif ne permet pas l'État de mobiliser assez de moyens parce que les gens ne disent pas des vérités, ça c'est vrai. On réduit tout pour payer moins. Est-ce que l'État a la possibilité de revoir ces mécanismes? Bon, à mon avis, il n'a pas la possibilité de revoir ce système parce que le système déclaratif, c'est une sorte de confession. On permet à chaque entreprise, à chaque personne de confesser lui-même. Et l'administration a la compétence de contrôler cette confession-là. Donc, dans tous les pays du monde, c'est le système déclaratif. Mais on peut aussi mettre en place des systèmes de forfait, par exemple. En ce qui concerne les miniers, par exemple, s'entendre sur des forfaits que des miniers peuvent payer à l'État sans qu'ils ne soient obligés de faire des déclarations. C'est possible, mais il faut voir comment ça peut opérer réellement. Abdou Diouf disait la qualité ou les niveaux de vie d'un pays dépend de la qualité de vie des plus petits de ses membres. Quand vous regardez dans quelles conditions les Congolais vivent et sur qu'ils, est-ce qu'on peut dire que notre État est en faillite depuis bien trop longtemps? Bon, en faillite, je dirais non. En grande difficulté, je dirais oui. La grande difficulté par rapport à ce que nous avons comme charge, les charges de l'État, il y a notamment la dette publique extérieure, quoi, c'est dans les 3 milliards, la dette intérieure, c'est dans les 3 milliards, les rémunérations, etc. Ça fait quand même une assiette assez lourde par rapport à ce que nous avons comme ressources. Mais on ne peut pas dire que l'État est en faillite parce que nous avons effectivement beaucoup de possibilités. Il suffit de nous organiser, d'un problème d'organisation. Si on s'organise, on va faire face à nos problèmes. Évidemment, le développement du pays se reflète à travers la vie du petit peuple, comme vous l'avez dit, comme Abdou Diouf l'a dit. Et c'est vrai parce que tout ce que nous pouvons faire au niveau étatique, au niveau du pouvoir central, n'a de sens que si on travaille pour le petit peuple. N'a de sens que si le petit peuple peut voir la quantité de riz dans son assiette augmenter. S'il n'y a rien dans cette assiette, ou bien si le riz qui n'est pas suffisant pour nourrir une personne, on dira qu'il y a des problèmes. Donc, il y a du pain sur la planche, il y a du pain sur la planche, il y a des stratégies budgétaires à mettre en place pour accroître le niveau de vie de la population. Vous avez évoqué un paramètre important, c'est que nous ne sommes pas assez organisés. Il y a des pays en Afrique que nous pouvons qualifier de petits pays, peut-être par rapport à la dimension, mais qui n'ont pas de mines et qui ont un budget de l'État 10 fois supérieur que les nôtres. Peut-être notre question, qu'est-ce qui nous manque pour nous organiser? Comment s'organiser? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer à nos téléspectateurs? Bon, un budget, je voulais dire tout d'abord, ces petits pays n'ont pas de budget 10 fois plus que le nôtre. Si vous prenez des pays qui parlent beaucoup en Afrique, vous verrez qu'ils ont des budgets de 1,5 milliard, 2 milliards. Mais si nous, on peut arriver déjà à 5 milliards, 6 milliards, ça fait quand même plus que les autres. Mais en fait, ils nous dépassent par rapport à leur PIB par habitant. Ils ont un PIB qui est inférieur à nous, mais lorsqu'on le divise par le nombre d'habitants, ça donne un montant beaucoup plus important. Mais en fait, en ce qui concerne la stratégie, on a vu exactement ce que les Américains, le président Biden, est en train de faire au titre de la stratégie. Il a mis en place un plan qui concerne un plan de 1900 milliards et notre plan de 2000 milliards et qui consiste à
octroyer des subventions aux entreprises. Il consiste aussi à envoyer de l'argent aux individus. Et qui consiste également à travailler sur les infrastructures routières, chemins de fer, etc. À relancer les infrastructures parce que quand vous relancez les infrastructures, vous relancez la machine productive parce que tout le monde peut accéder au marché. On dit que nous avons un marché de 80 millions d'habitants, mais pour y accéder avec beaucoup de ressources, pour y accéder, ce sont des ressources en fait qui sont enclavées. Comment on va accéder à notre pétrole? Comment on va accéder à nos mines? Comment on va accéder à notre diamant, etc. Il faut des infrastructures, c'est ce que le président Biden a fait. Donc, en ce qui nous concerne, il faut subventionner le secteur agricole, il faut subventionner, si possible, les producteurs congolais dans plusieurs domaines. Regardez, il y a par exemple un jeune homme qui fabrique des chaussures à Matongé. Et ce jeune homme n'a jamais été subventionné par l'État. Il faut avoir un fonds pour aider de telles personnes, de sorte à leur permettre de faire mieux ce qu'ils sont en train de faire. Vous évoquez le cas des Américains, oui, mais ils ont l'argent. En plus, les États-Unis, je pense qu'ils peuvent se permettre la planche à billets parce que c'est une économie forte. L'État congolais n'a pas de moyens. Comment est-ce qu'il va subventionner les petits peuples ou va aller puiser de l'argent? Quand vous avez beaucoup de moyens, vous prévoyez des plans beaucoup plus importants. Quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous prévoyez des plans proportionnels à vos moyens. Donc vous ne pouvez pas vous dire, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, donc on n'aura pas un plan. Non, on peut avoir un plan de 100 millions, 200 millions de dollars. Eux, ils ont fait 2000 milliards. Et nous pouvons avoir un plan, parce qu'un budget de 5 milliards, ça ne peut pas être un budget de consommation courante du début à la fin, sans qu'il y ait une partie investissement, une partie subvention de l'investissement au soutien aux producteurs. Il faut quand même qu'on puisse dire dans les 5 milliards, il y a 30 millions, non, 30% qui ont servi à subventionner. Il faut vraiment, aujourd'hui, le problème n'est pas de dépenser de l'argent comme ça. Le problème est de voir l'impact économique et l'impact social des dépenses qu'on est en train de faire. C'est ça le problème fondamental. Donc les finances publiques ne sont plus des finances, on fait des dépenses, non. On fait des dépenses en veillant à ce que chaque franc qu'on est en train de dépenser ait un impact économique pour la population, un impact social pour la population. Tout à fait, mais notre économie, professeur, est aujourd'hui en grande majorité contrôlée par les expatriés, vous avez les Chinois, les Libanais, les Indiens, les Pakistanais. Même lorsque vous consommez votre pain le matin, ces francs congolais dépensés pour payer le pain ne restent pas au Congo, mais ça va ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour inverser la tendance? Parce qu'on a l'impression que nous avons tout abandonné entre les mains des autres, alors que nous-mêmes Congolais, on ne fait plus rien. Bon, l'économie mondiale aujourd'hui, si même vous allez aux États-Unis, vous allez trouver qu'il y a plein de Chinois installés là-bas en train de produire, plein d'Indiens installés là-bas en train de produire. Même chose au Canada, même chose en Grande-Bretagne. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, aujourd'hui, la plupart des maires des grandes villes sont des musulmans, sont des gens qui viennent des pays musulmans. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que nous voulons exclure les étrangers, ça va être difficile. Mais l'autre problématique de dire qu'il faut encourager l'émergence des Congolais, ça c'est important. Parce qu'en fait, comme vous l'avez si bien dit, les étrangers, ils ont un petit compte bancaire ici et un grand compte bancaire dans leur pays. Quand ils ont de l'argent, ils l'expatrient chez eux. Donc finalement, l'économie nationale reste toujours un peu anémiée là. Mais le Congolais, il va garder son argent ici, il va employer les gens, c'est pas moi. Les emplois de Congolais ne sont pas tout viables, mais il faut encourager le Congolais. Donc, en dépit du fait qu'il y a un système de marché public,
il faut que les marchés publics soient octroyés essentiellement à des Congolais. Il faut que des systèmes que l'État met en place pour développer son budget soient des systèmes qui sont profitables aux Congolais. Tout d'abord, parce qu'on passe des marchés à des étrangers, mais si vous allez dans ce pays-là, vous ne pouvez pas établir que dans ce pays-là, on peut passer un marché à un Congolais. Donc, je crois qu'il y a donc à faire pour mettre le Congolais au centre de notre problématique de gestion budgétaire. Est-ce que nous souffrons peut-être d'un complexe à ce niveau-là, lorsque tout est donné avec facilité aux expatriés, les Congolais ont du mal à gagner des marchés publics, comme vous le dites, hein, les grands marchés publics sont gérés par les Chinois, les Américains, les Indiens, les Libanais. Bon, je ne pense pas qu'on le fait exprès. Où les Congolais n'est pas compétitif. Congolais n'est pas compétitif. Congolais n'est pas compétitif. Beaucoup n'ont pas pignon sur rue, on ne connaît pas leur adresse, etc. Beaucoup n'ont pas un compte bancaire, etc. Donc comment voulez-vous qu'on donne un marché à quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire, qui n'a pas une adresse précise, etc. Dès qu'il a l'argent, il va chercher à fouiller dans la forêt. Il va disparaître. Tout à fait. Il va disparaître. Je retire ça. C'est peut-être une réalité parce que on a vu, vous avez vu, beaucoup de procès au pays. Parce que on sent que le Congolais a du mal à rendre un service sérieux à sa nation. Est-ce que ce qui manque, c'est quoi? C'est le patriotisme, le nationalisme. Il faut vraiment les fidéliser. Je pense que c'est une responsabilité de l'État. Il faut fidéliser les Congolais, il faut leur donner le moyen d'être assis, de faire des affaires. Ce n'est pas être dans des organisations professionnelles, faire des discours et tout ça. Mais lorsqu'on demande où est votre entreprise, il n'y a pas d'entreprise. Et comment on va passer le marché? Donc il faut les fidéliser et je pense qu'il y a le ministère de l'économie, de l'industrie, du commerce qui peuvent aider les Congolais à mieux faire les affaires. Ils peuvent même être réunis, professeurs, les Congolais, ils peuvent s'associer à 3, 4, créer quelque chose de solide pour arracher des marchés. Bien sûr, bien que ça soit difficile de permettre de faire en sorte que les Congolais travaillent ensemble, parce que peut-être qu'ils se méfient les uns des autres aussi. Hein. Les expériences qu'ils ont faites par le passé se sont terminées en eau de boudin. C'est ainsi qu'ils hésitent à travailler ensemble, mais quand on travaille ensemble, on partage les moyens, on partage les risques, etc. et les expériences également. On peut donc essayer d'aller de l'avant. Professeur, nous allons chuter les dernières questions d'ailleurs. On sait que déjà nos mines ne sont plus nôtres. Ça a été dit par Albert Yuma, qui est président de la FEC. Aujourd'hui, l'État congolais s'est surendetté. À l'extérieur, il y a une dette intérieure qui pèse. Est-ce qu'il faut revoir des contrats miniers, par exemple, pour s'en sortir? Oui et non. Oui, parce que si on voit chaque jour, il y a 15-20 km de camions qui traversent la frontière, et puis on fait un chiffre d'affaires de 15 milliards, et le Congo n'a que 1,5 milliard, c'est inacceptable. Donc on peut réviser, chaque fois qu'on élabore un budget, on révise les lois fiscales, les lois. Donc on peut réviser ces contrats miniers-là. Mais on les a déjà révisés, hein? On les a déjà révisés, une fois. Et ça n'a rien donné. Ce qui manque, c'est quoi? L'applicabilité, le suivi? Le suivi. Il n'y a personne qui peut suivre. Mais j'ai dit non parce que le grand problème, c'est le contrôle fiscal. Ce n'est pas nécessairement la loi ou bien le contrat que vous signez, mais le contrôle que vous allez faire après. Et ce contrôle est fait par les agents de la DGI. Et si c'est un bon contrôle, il permettra à l'État d'avoir ces 3 milliards ou 3 milliards et demi. Donc il faut avoir une équipe de gens pour faire un bon contrôle. Et je pense qu'aujourd'hui, l'IGF peut le faire, mais il faut qu'il soit attitré, qu'il soit sollicité pour faire un tel contrôle sur les miniers, et je pense qu'ils peuvent bien le faire. Nous allons terminer par là, prof. Dans la normalité des choses, l'État congolais, avec toutes ses richesses, vous connaissez,
Cet État peut atteindre un budget de combien? Je dis bien dans la normalité des choses, si nous étions organisés. Si nous étions organisés, je pense qu'on peut atteindre un budget de 10 milliards de dollars. Minimum. Minimum 10 milliards. Mais ça a été déjà annoncé une fois, je crois, sous Matata ou Chibale, je ne sais pas. On était à 11 milliards, mais ça n'a pas été réalisé. Non, c'est sous le premier gouvernement de Ilonkamba, je crois. Hein. C'était Ilonkamba. Mais ça n'a pas été atteint parce que nous n'avons pas mobilisé des services capables de le faire, d'atteindre l'objectif. Donc cet objectif-là me paraît minimal, réaliste. Donc atteindre un budget de 50 milliards, 80 milliards, tel que certains candidats présidents l'annonçaient, ce n'est pas pour aujourd'hui. Il faudra attendre encore très longtemps. Il faut attendre 20 ans. 20 ans. 20 ans si déjà les politiques sont mises en place aujourd'hui, pas demain. Oui. Professeur Mathias Bobakembe, merci. Merci beaucoup. Merci à vous et clin d'œil à tous ceux qui nous ont suivis depuis Rouchourou. Abonnante dépêchez-vous et restez sur Télé 50 ans.